Bienvenue à la communauté des consciences qui s'éveillent. Chaque mercredi matin, écoutez une interview exclusive avec un intervenant passionné par le mieux-être, alliant un équilibre entre l'âme, le corps et l'esprit. Des personnes en quête de sens porteront leur voix au micro du podcast pour vous apporter une meilleure connaissance de vous-même, des autres et de l'environnement. Il y aura aussi bien des thérapeutes que des médecins, des auteurs, mais pas que, puisqu'il y aura aussi des artistes, des réalisateurs, des journalistes et des porteurs de projets sens. Mon objectif est qu'après chaque interview, votre énergie se sente décuplée, que vous soyez reboosté pour croire en vos rêves et pour continuer votre cheminement personnel. Je m'appelle Evelyne Danglo, je suis professeure de français langues étrangères, mais aussi passionnée par le fonctionnement de l'humain, un brin idéaliste et rêveuse. Je suis convaincue que nous sommes des êtres illimités et que nous pouvons transcender toutes nos croyances limitantes pour arriver à une meilleure version de nous-mêmes sur Terre. Pour soutenir ce projet Sens, vous pouvez vous abonner au podcast pour suivre tous les épisodes, vous abonner à la newsletter sur le lien Linktrambio via le compte Instagram ou Facebook, nous suivre sur les réseaux mais aussi faire un don ou commander un Zafou ou Bolster de la marque Consciousness, fabrication française et produits de grande qualité assurés. Très belle écoute, à bientôt. Bonjour aux consciences qui s'éveillent. Aujourd'hui, je suis vraiment très contente d'accueillir sur la chaîne de l'éveil des consciences Corinne Merlot. Salut Corinne. Salut Evelyne, bonjour à tous. Alors là où tu es, il fait super beau apparemment. Il fait très beau, il fait très chaud. Je suis à La Réunion et on est en plein été, donc chez nous il fait très très chaud. Bon, tu vas nous apporter justement le soleil au travers du Écoute, podcast. avec plaisir. Alors Corinne, j'aimerais bien te présenter, mais après bien sûr je te laisserai aussi la parole. Mais pour les auditeurs, les auditrices qui ne te connaissent pas encore, Corinne, toi tu es née donc à l'île de la Réunion, tu y vis d'ailleurs. Tu es psycho-énergéticienne, tu es aussi formatrice et tu accompagnes maintenant depuis plus de 15 ans des centaines de personnes, notamment des femmes, en quête de mieux-être, de sens et d'éveil. Donc tu aides grâce à de nombreuses approches holistiques, notamment à se libérer des blessures, à réécrire leur histoire personnelle pour se reconnecter justement à son plein potentiel. Et tu as également été initiée au chamanisme amérindien depuis 12 ans. Alors aujourd'hui, on va se pencher sur ton ouvrage Le pouvoir des synchronicités, un ouvrage qui nous permet justement de comprendre leur origine, de les distinguer des simples hasards, d'attirer consciemment et volontairement ces événements dans nos vies et plein d'autres choses hyper intéressantes. Et justement, tu mets le lecteur en action au travers de questionnements auxquels nous pouvons répondre. Corinne, peut-être est-ce que tu pourrais nous parler un peu de ton histoire et aussi nous parler du cheminement vers l'écriture de ce livre ? Oui, alors tu as déjà dit, tu as déjà bien synthétisé, tu as bien résumé. Donc moi, je suis à l'île de la Réunion. Je suis, comme tu l'as dit, thérapeute holistique, psycho-énergéticienne donc depuis 18 ans. J'accompagne beaucoup de personnes et je me suis vraiment spécialisée dans l'accompagnement des femmes pour les aider à guérir leurs blessures, leurs traumas. Et je suis une passionnée. Dès que j'ai un rêve, j'aime vraiment manifester mes rêves. Donc c'est vrai que j'ai beaucoup de projets, beaucoup de rêves, mais j'ai cette capacité à manifester, à créer vraiment chacun de ces rêves dans la réalité, dans le monde tonal, on appelle ça en chamanisme. Et donc donc c'est vrai que j'ai créé un blog, la première plateforme en ligne de développement personnel et spirituel à La Réunion. J'ai écrit 2 ouvrages, Le pouvoir des synchronicités, le deuxième, La roue médecine, c'est le premier ouvrage. J'ai créé un oracle qui va sortir le mois prochain. Donc j'ai beaucoup de rêves, beaucoup de projets. Je suis thérapeute, auteure, conférencière, enseignante. Et c'est une amie, pour répondre à ton autre question, qui est Sarah Divine, qui a elle-même déjà écrit beaucoup d'ouvrages dans cette même maison d'édition, chez Hachette, et qui un jour m'a proposé d'écrire un livre, de me mettre en contact avec eux. Donc j'ai écrit le premier. Et ensuite, il y a eu l'envie d'écrire le deuxième. Donc ils voulaient un sujet sur les synchronicités. Donc je leur ai proposé le pouvoir des synchronicités. C'est comme ça que c'est venu. Et ça a été validé. Donc en 4 mois, j'ai écrit ce deuxième ouvrage, Le pouvoir des synchronicités.
Eh ben, félicitations et en tout cas, c'est vraiment Merci. un ouvrage qui éclaire beaucoup. Mais justement, j'avais, une question pour introduire ça. Est-ce que, tu Mmh. pourrais définir alors que sont les synchronicités selon toi? Et ensuite, bien Mmh. sûr, on parlera de l'histoire aussi des synchronicités, des précurseurs, des scientifiques qui s'y sont, intéressés. Oh oui. Alors, pour vraiment faire très simple, une synchronicité, c'est une coïncidence signifiante, c'est-à-dire qu'elle est porteuse de sens pour la personne qui la vit et elle l'imprègne aussi, et ça c'est important, d'un sentiment troublant. C'est vraiment ce qui va la distinguer d'une coïncidence simple ou de pur hasard. Les synchronicités, c'est aussi important de le savoir. C'est un concept clé de la psychologie analytique de Carl Gustav Jung. C'est lui qui a défini la synchronicité comme une occurrence simultanée d'au moins deux événements qui ne présentent pas de lien de causalité, mais dont l'association va prendre un sens pour la personne, encore une fois, Mmh. qui l'aperçoit, qui les perçoit. Voilà. Mmh. Donc, une synchronicité, j'aime bien dire aussi, c'est l'univers qui, comme un miroir, nous renvoie le reflet de nos soucis, de nos préoccupations, de nos demandes, sous la forme d'un événement. Et pour moi, je vois en tout cas les synchronicités comme des balises qui vont nous indiquer le tracé du chemin à emprunter ou bien au contraire, qui nous signalent les Mmh. obstacles à éviter. Voilà. Mmh. C'est intéressant parce que finalement, ce que j'en ressors de ton ouvrage aussi, c'est qu'elles sont là vraiment pour nous éclairer, mais surtout dans un but, dans une intention, comment dire? D'être sur son chemin, d'évoluer C'est ça. aussi en tant qu'être humain. Exactement, exactement. C'est vraiment, il faut voir les synchronicités comme des messages, comme des guides qui vont vraiment nous amener à nous réaligner, voilà, à marcher sur notre chemin en conscience, je dirais même, en Mmh. conscience. Merci. Alors justement, on parlait tout à l'heure du précurseur, le fameux, mais je voulais aussi revenir, sur, Paul Kammerer. Qui était-il et est-ce que tu peux nous parler de son parcours et puis de son intérêt justement pour les synchronicités? Ouais. Alors, Paul Kammerer, lui, il a découvert il a découvert un peu par hasard toutes les synchronicités, hein, et il s'en est tellement, comment je pourrais dire ça? Il a commencé à tenir des listes de synchronicités parce qu'il en voyait beaucoup, 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 énormément, et donc il a commencé à faire des listes des synchronicités que lui vivait, que ses proches vivaient autour de lui, et il a remarqué des motifs en fait. Et donc à partir de là, il a essayé aussi de développer une théorie, mais ça peut être ensuite, ça a été repris, on l'a vu par Paoli et par Jung. Et donc voilà, donc ce sont vraiment des scientifiques, et c'est ça que j'aime. Quand j'ai écrit l'ouvrage, c'est grâce à une amie que je suis partie sur le terrain scientifique. Parce que quand je lui ai D'accord. parlé de cet ouvrage-là, je disais, voilà, je vais écrire sur les synchronicités, j'en vis énormément, j'en vis beaucoup. Et elle me disait, oui, mais c'est un peu perché, voilà, c'est un peu trop flyé pour moi. Et je me suis dit, je ne veux pas que les gens perçoivent les synchronicités comme ça. Et en fait, grâce à elle, je suis partie sur ce côté scientifique en me disant, mais est-ce que c'est vraiment pour les flyer? Est-ce que c'est que les personnes qui sont un peu spirituelles qui les vivent comme ça? Et en faisant beaucoup de recherches, évidemment, j'ai trouvé donc tous ces scientifiques-là qui sont vraiment les précurseurs. C'est eux qui ont posé les mots, enfin en tout cas là pour le coup Jung, qui a créé ce terme synchronicité. Et il y a vraiment derrière des recherches scientifiques. Mmh. Et je trouve que c'est hyper important qu'il y ait ce côté cartésien aussi en se disant, OK, c'est pas nous qui inventons, Oui. il existe d'autres choses, une force invisible qui vient mettre les choses en relation, les hommes en relation. Tout est interconnecté. Donc voilà, donc c'est vrai que pour moi, c'était important. Et même si on remonte bien plus loin, avant même Kammerer, l'histoire des synchronicités est vraiment aussi vieille que l'humanité. Dans toutes Mmh. les traditions chamaniques, les synchronicités ont toujours été considérées comme des phénomènes naturels d'interdépendance entre le monde extérieur et le monde intérieur.
C'était considéré comme des signes, comme des présages, comme des messages de l'univers. Donc, chaque événement synchronistique, ça pouvait être une pluie diluvienne, ça pouvait être le craquement d'une branche, ça pouvait être le grondement du tonnerre. Tout recelait une signification particulière pour une personne, pour la tribu entière. Et donc voilà, ils ont commencé comme ça, tout doucement, à développer des pratiques, des rituels pour donner du sens aux synchronicités. Donc ça, c'est important, c'est vraiment de se dire que chaque message provenant du monde invisible est important et mérite vraiment qu'on y porte quelque part une attention parce que ça révèle des vérités cachées, ça nous aide à, encore une fois, à guider notre chemin. Donc voilà. Complètement. Mais oui, c'est intéressant. Tu parles vraiment des peuples premiers aussi dans ton ouvrage, de toute l'histoire qui finalement, c'est ce que tu dis, ça existe, depuis, depuis toujours finalement, Depuis toujours. et en fait, ce qui m'a beaucoup, touchée, c'est que tu expliques qu'en Occident, on s'est vraiment éloigné de ça parce qu'on voulait, notre esprit cartésien scientifique, démontrer par A plus B que ça, c'était dû à ça. Enfin bref, dans un raisonnement très logique et qu'on s'est C'est ça. complètement déconnecté, de ses intuitions. Alors peut-être que tu Oui. peux nous en dire plus à ce sujet? Parce que j'ai quand même l'impression qu'il y a de plus en plus de gens qui veulent se reconnecter à ça et qu'il y a vraiment, cette effervescence, d'éveil des consciences. Oh oui, oh oui. On est de plus en plus sensible, je pense, à ce qui nous entoure. Hem, je pense qu'on a été conditionné, j'en parle dans le livre, heu, par ce monde matérialiste, Oui. ce monde physique, tu vois? Mmh. Et c'est là où Yang et Paoli, eux, ils avaient vraiment la certitude qu'il existait une dimension cachée, une réalité, invisible, beaucoup plus vaste que notre réalité physique. Mmh. Et donc, c'est vrai que dans mon premier chapitre, je parle de ces différents niveaux de réalité, et je pense qu'on est de plus en plus nombreux à être conscients qu'il n'y a pas que le monde physique qui est réel et qu'il existe bien d'autres mondes, bien d'autres niveaux de réalité. Et les synchronicités, si on veut en créer, mais qu'on reste sur ce plan physique, on aura de la difficulté à en créer, ou ça prendra beaucoup de temps parce que les synchronicités existent vraiment en deçà du monde physique. Donc, pour faire assez simple, on a ce premier niveau de réalité dont je parle dans mon livre, qui est le niveau de la réalité physique, qui est un monde qui est visible, qui est tangible, qui est concret, qui est palpable. Et tout ce qui existe dans ce monde est vraiment soumis à des lois physiques qui s'appliquent en tout temps, en tout lieu, et elles sont, comment je pourrais dire ça, elles sont universelles. Dans ce monde physique, il faut prendre en compte donc le principe de causalité, tout a une cause, tout ce qui existe a une cause, et le principe de temporalité. Pour les synchronicités, c'est pas du tout ça. Je le dirai un peu plus loin. Mais voilà, tout ce qui existe dans ce monde est temporel, soumis à un cycle de naissance, de croissance et de disparition. Et le temps s'écoule toujours dans la même direction, du passé vers le présent, dans le futur. Dans les autres réalités, tout existe en même temps. Il n'y a pas de notion de temps. Donc ça, c'est le premier niveau de la réalité. Le deuxième niveau de la réalité, c'est le niveau quantique. Donc, en deçà du monde physique, il y a ce monde quantique qui est aussi le monde des particules subatomiques et qui est caractérisé vraiment par des propriétés étranges qui ne peuvent absolument pas être expliquées par les lois classiques de la physique parce qu'elles échappent justement à notre intuition. On a de la difficulté avec notre raisonnement, avec nos modèles, à donner du sens à ce niveau de réalité. Mais c'est aussi là qu'il y a eu une des premières failles dans la physique newtonienne, et ça a été la découverte du fait que la matière n'a pas de solidité. Et ça, c'est hyper important. C'est vraiment de se dire que tout ce qui existe est composé d'énergie, que ce soit la table, que ce soit le téléphone. Toute molécule est constituée d'atomes, et quand on va au cœur de l'atome, on se rend compte que l'atome est lui-même essentiellement constitué de vide, et donc il n'a pas de solidité. Donc je ne rentre pas trop dans les détails pour ne pas perdre tout le monde, mais je l'explique un peu plus en profondeur dans le livre.
En tout cas, c'est se dire que voilà, que le vide n'est pas vide, hein. Le vide contient d'énormes quantités d'énergie, même si un atome est composé à 99,99 etc. d'énergie ou de vide, il est aussi composé de 0,0001% de matière. Donc, ce qui signifie vraiment que voilà, que toute matière, que tout objet ne sont rien d'autre que des atomes, que des électrons en mouvement et donc de l'énergie. Ces premiers éléments, pour moi, ils sont importants parce qu'on comprend qu'à ce niveau de réalité, tout est une énergie, nous sommes énergie, nous sommes entourés d'énergie. Tout ce qu'on perçoit, tout ce qu'on aperçoit, tout ce qu'on... comment je pourrais dire ça ? On ne peut pas voir cette énergie-là parce que ça vibre beaucoup trop vite pour nos sens. Mais en tout cas, voilà, cette énergie. Et il n'y a pas de frontière non plus entre nous et le reste du monde. Et ça aussi, je trouve que c'est, quand je l'ai compris il y a plusieurs années de ça, ça a été vraiment magique. Pour moi, ce sont des découvertes dans mon monde à moi qui sont vraiment magiques. On est tous connectés les uns aux autres parce qu'on baigne tous dans cette même soupe d'énergie, hein, comme je l'explique dans le livre. Donc, à ce niveau quantique, tout phénomène déjà se produit à la vitesse de la lumière. À chaque instant, notre champ d'énergie entre en contact avec le champ d'énergie d'une personne, d'un objet, etc. Okay. Donc, le monde quantique, c'est un monde, ce qu'il faut retenir, c'est que c'est un monde d'énergie, un monde d'information, c'est un monde qui est invisible, qui est intangible, qui est impalpable, qui comprend entre autres notre mental, nos pensées, nos idées, nos émotions. Et donc, c'est pour ça que déjà par rapport au monde physique, il y a une différence, c'est que tout va plus vite. Avec nos pensées, on crée notre réalité parce que c'est déjà de l'énergie. Okay. Alors qu'avec la matière, c'est dense, c'est difficile vraiment de matérialiser les choses. Donc, nos pensées, nos émotions sont de l'énergie qui sont sous une forme, je dirais, plus subtile et plus légère. En deçà de ce monde quantique, on a ensuite le monde unifié. On peut l'appeler comme on veut, champ de conscience unifié, monde spirituel, monde divin, intelligence. Voilà, il peut y avoir plusieurs noms. Et c'est le niveau le plus profond, le plus subtil de la réalité. C'est de là que tout émerge, que tout se crée et s'assemble aussi et que toutes les choses, toutes les lois de l'univers naissent de là. Il est vraiment le commencement et la fin de toute chose. Le temps et l'espace, dans ce niveau de réalité-là, n'existent pas. Tous les événements qui se produisent ont lieu instantanément et sont sans cause. C'est donc depuis ce monde unifié, ce champ de conscience unifié, que se créent les synchronicités. Lorsque nous apprenons à vivre à partir de ce niveau de la réalité, nous pouvons créer tout ce que nous désirons. Peut-être que ça va paraître encore très conceptuel pour les personnes. Ça va vraiment demander d'expérimenter les synchronicités pour comprendre comment fonctionne l'énergie, comment fonctionnent nos pensées, nos émotions, nos vibrations pour vraiment attirer les choses. Mais quand on capte ça, je vous assure que nous pouvons tout créer, mais vraiment tout créer. Mais aussi bien les choses positives que les choses négatives. Là, pour le coup, j'expérimente ces deux polarités-là. Alors, évidemment, comment je pourrais dire ça de manière objective, au niveau de l'univers, il n'y a pas de bon ou de mauvais. C'est vraiment à travers nos filtres qu'on va juger cela. Mais en tout cas, voilà, si vous pensez à quelque chose de négatif, vous finirez par l'attirer. Et si vous pensez à des choses positives, vous finirez aussi par l'attirer. Voilà. Merci beaucoup. Excuse-moi, je te coupe, mais c'est parce qu'en fait, j'avais une idée que je voulais te partager. Peut-être que tu connais le physicien Philippe Guimand. Oui, très bien. Tu vois, dans les multiples potentiels, des fusions potentielles, ça m'évoque vraiment ça aussi. Il en parle dans sa recherche du fait que, en fait, ce qui compte, c'est vraiment l'émotion aussi. Toutes les émotions et toutes les pensées vont vraiment nous orienter vers un chemin qui sera complètement différent. Et je trouve que c'est formidable parce que ça reprend exactement ce que tu expliques, c'est-à-dire que on est capable de co-création, et sauf que c'est pas toujours évident dans la matière de s'en apercevoir, mais c'est aussi en pratiquant. Peut-être aussi au travers de ton ouvrage, tu nous parles de comment manifester les synchronicités. On va en revenir après.
Oh oui, oui. Je parle effectivement de Philippe Guillemant dans le livre. À la fin, je parle d'autres auteurs qui ont créé d'ailleurs un jeu, hein, sur les synchronicités que je trouve juste incroyable pour initier les personnes vraiment à créer les synchronicités de plus en plus. Mais encore une fois, si on essaie de créer les synchronicités à partir du monde physique, Mmh. ça va être compliqué, ça va être dense, ça va être beaucoup trop loin. Il faut vraiment créer à partir de l'énergie, à partir de l'émotion, à partir de la vibration. Et quand on aligne vraiment ces différents plans, hein, le plan bien sûr physique, mais le plan mental, émotionnel, les choses se manifestent beaucoup, beaucoup plus facilement. Mmh. Mais vraiment beaucoup plus facilement. Moi, je vois, hein, j'ai une capacité, hein, parce que j'ai trouvé cet alignement-là. Et j'ai essayé dans cet ouvrage-là ce qui était très compliqué, de donner ce processus-là. C'est de me dire, OK, comment est-ce que moi, j'ai cette capacité à créer aussi vite ma réalité? Mmh. Parce que vraiment, je peux rêver un truc et le manifester dans les heures. Ouais. Et je me suis dit, comment est-ce que je peux aider les personnes à manifester, à créer ces synchronicités-là. Et donc, ça m'a vraiment demandé aussi un temps profond, d'introspection pour me dire, c'est quoi tes étapes? Pour Mmh. décomposer en me disant, OK, la première étape, c'est ça. Donc, il y a 5 étapes dans le livre, on va peut-être en parler. Mais je vous donne 5 étapes clés qui me semblent pour moi les plus claires. En tout cas, c'est comme ça que je crée mes synchronicités. Mais si vous les suivez, hein, si vraiment vous êtes attentif à ces étapes-là, vous pourrez facilement créer votre vie, Mmh. hein, manifester vos rêves. Mmh. Justement, bah, est-ce que tu peux nous en parler de ces 5 étapes clés? Oh oui. Alors, la première étape, hein, c'est l'étape que j'ai appelée suivre le mouvement de l'âme. Nous sommes tous composés de 3 entités, hein, le corps physique, le corps mental et l'âme. Je décris aussi ces différentes parties dans le livre. Pour faire très simple, notre âme, c'est cette partie immortelle en nous. Notre Mmh. âme, elle est considérée, elle est du moins connectée au grand esprit. C'est elle qui porte la connaissance du tout. Elle porte en elle la connaissance du tout et c'est elle qui nous guide et elle nous guide par le biais de notre intuition. D'accord. L'intuition, c'est notre petite voix intérieure. Elle est vraiment considérée, elle, comme notre sixième sens. On peut la définir comme une illumination spontanée, c'est-à-dire que spontanément, on va recevoir une information, par exemple. Ça peut être une certitude fulgurante aussi qui s'impose, ou ça peut être une réaction corporelle plus ou moins intense. Quelqu'un dit quelque chose, ou je ne sais pas, j'ai envie de faire quelque chose et je ne sais pas, et je ressens un frisson, par exemple. Chez moi, c'est le frisson. Ok, Mmh je mh. sens que c'est aligné. D'accord? Donc ça, c'est l'intuition. Notre intuition nous conseille, elle nous guide et elle nous aide surtout à faire des choix qui sont cohérents, qui sont alignés avec notre âme. Mmh. Corps physique, est-ce que tu as besoin que je parle des autres corps? Ou Dans ça va, hein? Oui, ça va. Oui, Tout oui, est oui. expliqué de toute façon dans le Oui, livre. dans l'ouvrage. Voilà. J'ai observé, hein, que les personnes qui vivent une vie épanouissante, qui vivent une vie qui est riche de sens, Oui. elles ont toutes à un moment fait le choix de suivre leur intuition, Mmh. leur désir profond. Oui. Maintenant, la chose la plus difficile, selon moi, c'est vraiment de distinguer les désirs de l'âme des désirs matériels, temporaires, superficiels de l'ego. Ok. Oui. Mmh. Donc, on suit le mouvement de l'âme, mais il faut apprendre à distinguer vraiment ces choses-là parce que il ne s'agit pas d'un sentiment d'envie, de besoin, de recherche de plaisir, de recherche de satisfaction personnelle. Les désirs de D'accord. l'âme, ce sont vraiment nos aspirations profondes. Et pour moi, dans mon expérience, ça vient vraiment d'une partie profonde. Je peux avoir des désirs qui sont des désirs de l'ego, du mental. Tiens, mon mental me dit qu'il a envie de faire ça. Les désirs de l'âme, moi, c'est vraiment une vague, hein, c'est vraiment une énergie qui est plus grande que moi et qui me Mmh. porte, qui me pousse à aller dans une direction. Donc, c'est vraiment, pour moi, ça vient du bas, c'est pas le mental, ça vient du bas et ça me Mmh. pousse dans une direction. Les désirs de l'âme, ça peut être
Par exemple, ça peut inclure la connaissance de soi, ça Mmh. peut inclure l'évolution spirituelle, ça peut inclure la contribution à un objectif qui est plus grand que soi, Mmh. mais c'est vraiment quelque chose qui ne, euh, qui est pas seulement en lien avec moi, mais qui est vraiment en lien avec, j'ai envie de dire, quelque chose de plus grand, avec l'humanité, Mmh. avec cette notion de je contribue à un monde meilleur quelque part. Mmh. Donc là, dans cette première phase, qui est donc de suivre les mouvements de l'âme, je vous invite dans mon livre à noter vraiment tous vos désirs et à les examiner. Et ça va vous permettre aussi de trier les désirs de l'ego de ceux de l'âme et d'observer ce qui se cache derrière chacun d'entre eux. D'accord? Donc, Mmh. notez ce qui motive en fait chacun de vos désirs. Est-ce qu'il est mu par un besoin de reconnaissance, par un besoin de pouvoir ou par un besoin de Mmh. contribuer, comme je le disais? Parce que vraiment, ça va vous faire prendre des chemins complètement différents. Mmh. La deuxième étape, ça va être ensuite de faire des choix. Parmi tous les désirs qui sont apparus, lequel vous allez choisir de manifester. Et là, à nouveau, c'est le même travail qui est demandé. Lorsque vous êtes face à un choix, il est important d'identifier quelle partie de vous choisir. Parce que même si au départ, je dis bien au départ, ça puisse être un désir de l'âme, notre ego peut vite se l'accaparer et le faire sien. Et ça, par exemple, quand j'ai écrit mon ouvrage, j'ai vraiment été attentive à ça. Parce que même si au départ, ça a été un désir de l'ego, quand mon amie m'a dit, Corinne, la maison d'édition veut un sujet sur les synchronicités, est-ce que ça te parle? Je lui ai dit, écoute, je passe la nuit avec, je verrai. J'avais déjà la réponse en moi parce que les synchronicités, vraiment, ça fait partie de ma vie. Et le lendemain, enfin, j'ai passé une nuit quasiment blanche et elle dormait à la maison à ce moment-là. Et le lendemain, je lui ai dit, Sarah, mais ce livre, il est pour moi. Il faut que ce soit moi qui l'écrive absolument. Mmh. Je sens qu'il y a une force et une vibration qui est là. Et j'ai quand même pris le temps, après coup, de vraiment me dire, OK, je sens cette force, je sens qu'il y a un appel de l'âme, mais je sens que mon ego peut vraiment se l'accaparer. Mmh. Parce que écrire un livre, c'est aussi quelque part, en tout cas pour moi, je ne sais pas pour les autres auteurs, mais il y a derrière, chez moi, aussi une recherche de notoriété, une recherche de reconnaissance, une recherche de visibilité. Oui, c'est important pour la suite de ma carrière, j'ai envie de dire, de mon Oui, évolution bien sûr. professionnelle, parce que forcément, ça va m'amener du monde. Mais il ne faut pas que ça soit au détriment du besoin principal de l'âme. Mmh. Les deux doivent co-créer ensemble. L'ego et l'âme doivent co-créer ensemble, mais il ne faut pas que ce soit l'ego qui prenne le dessus. Sinon, vraiment, c'est plus aligné, en fait. Oui. Donc, si ma recherche de reconnaissance est plus forte que mon besoin de contribuer, je m'éloigne totalement de ce que j'ai envie de transmettre. Et voilà. Donc, Mmh. vraiment, soyez hyper conscients quand vous voulez manifester, d'où ça part et pourquoi vous le faites. On en parlait en off. Beh, Pourquoi on justement, fait ça? ouais, Pourquoi on parce le que fait? finalement, je pense que c'est important, ouais, de revenir toujours, au point central et à la question principale du pourquoi je le fais. Et donc c'est important d'avoir ces moments d'introspection Oui. finalement, dans tout projet, dans tout choix de vie et cetera. Et c'est pas Ouais. toujours évident. Tu vois? Je pense que ça demande vraiment, tu en parles aussi dans ton livre, mais ça demande beaucoup de pratique, beaucoup de connaissance de soi, beaucoup d'oser aussi se Oui. regarder en face parce que c'est pas toujours agréable d'oser Oui. observer ses parts d'ombre et de se dire: «Bah, je ne Oui. suis que lumière». Non, Ouais. nous avons Non. bien les 2 faces, hein, ce serait trop simple. Mais donc Ouais. ça demande quand même une certaine authenticité et sincérité déjà envers nous-mêmes. Et puis Oui. tu parles beaucoup, hein, de ce que j'avais écrit d'ailleurs dans mes questions. Tu cites que l'intention, c'est le premier élément de réalisation. Ça, c'est C'est hyper ça. important de vraiment d'en parler. Oui, exactement. Et c'est justement l'étape suivante. Donc voilà, là pour cette étape-là, c'est vraiment distinguer, hein, identifier bien pour faire le meilleur des choix possibles. Mmh. Parce que si c'est votre ego, hein, qui s'accapare, hein, de ce désir, vous vivrez des expériences vraiment différentes. Si c'est Mmh. votre ego qui choisit, son choix, ego ou mental, hein, d'accord, ou peur ou blessure d'ailleurs, hein, son choix va émaner justement d'anciens réseaux neuronaux
de réseaux neuronaux préexistants. Donc, c'est-à-dire que ce choix va émaner de toutes vos expériences passées, de toutes vos blessures, de tous vos traumas. Il n'y aura rien de différent parce que c'est un choix de l'ego, un choix du mental qui est motivé par la peur. Si c'est un choix qui vient de votre âme, de votre soi, de la plus haute dimension de votre être, à ce moment-là, ça sera plus motivé par un événement passé, par une blessure, mais vraiment par la volonté de votre âme de grandir, d'évoluer, j'ai envie de dire, spirituellement. Ok, donc vraiment, posez-vous bien cette question. La troisième étape, ça va être de poser une intention. Une fois que vous avez identifié vos désirs, que vous avez déterminé lequel de ces désirs vous voulez manifester, il revient justement d'ajuster votre désir avec vos intentions afin que ce que vous demandez devienne réalité. Donc l'intention, ça peut être l'intention d'être en pleine santé, l'intention d'attirer à vous l'abondance, l'amour, la joie, la créativité, etc. Mais il faut vraiment qu'il y ait un alignement. Et il est dit, c'est pas moi qui invente, Joe Dispenza en parle très bien. L'intention, c'est le premier élément de réalisation, de manifestation. C'est votre intention qui va diriger votre attention et qui va créer votre réalité. Là où va votre attention, va votre énergie. Ça signifie, ça je le dis dans le livre, que si vous portez votre attention toujours sur les mêmes choses, les mêmes objets, les mêmes personnes, les mêmes situations difficiles, il n'y a rien qui va changer. D'accord? Si vous portez votre attention sur vos problèmes resteront inchangés, voire même ils vont s'amplifier parce que vous continuez à nourrir ces problèmes-là. Donc, vous devez apprendre à défocaliser votre attention sur ce que vous ne voulez plus et vraiment focaliser sur ce que vous voulez. Souvent, en thérapie, quand je demande aux gens « qu'est-ce que vous voulez ?» les personnes me disent qu'elles ne veulent plus, mais ce qu'elles veulent, c'est pas assez clair. Donc vraiment, soyez hyper clair sur ce que vous voulez manifester. Ok, vous savez ce que vous ne voulez plus fumer, vous voulez plus de relations toxiques, ok, mais vous voulez vivre quoi exactement? Et ça, c'est la clé. Donc définissez vraiment ce que vous voulez et focalisez-vous sur ce que vous voulez. Nous avons un champ infini de possibilités et ça, j'en parle dans le livre. Nous sommes connectés à un champ infini de possibles et ce n'est qu'avec votre intention que ce champ de possibles-là, que ce possible-là même peut devenir réalité. Donc, on parle vraiment là, dans le monde quantique, j'en parle. C'est-à-dire que vous pouvez imaginer vraiment le champ de possibles. Mais si vous focalisez juste sur ce que vous voulez, ce champ-là se désagrège, s'écroule, s'effondre, et ce que vous voulez, ce sur quoi vous portez votre attention, prend vie, se manifeste. Donc vraiment, on parle d'effondrement quantique. Si vous focalisez votre attention, votre énergie, vous allez densifier en fait cette chose, vous allez faire qu'elle va devenir matière. Donc vraiment, faites attention sur quoi vous focalisez les choses. Ok. Peut-être, Corinne, est-ce que tu pourrais nous partager des anecdotes vraiment de synchronicité qui ont vraiment permis à des personnes, ou même à toi-même, justement d'être là où tu dois être et de devenir la meilleure version de toi-même aujourd'hui? Écoute, je reste sur le thème du livre déjà, j'en parle, c'est quand j'ai validé le livre avec la maison d'édition, quelques semaines après, je partais en voyage. Et je me posais quand même la question. J'avais un doute, je me sentais pas légitime. J'avais vraiment ce conflit, tu sais, de l'imposteur en me disant, mais est-ce que je suis suffisamment légitime pour parler de synchronicité? Je suis pas une scientifique. Et donc, souvent, quand j'ai des doutes comme ça, je demande à l'univers des signes. Et donc, je suis à Annecy, en train de marcher dans la ville. Et là, je tourne la tête, je vois dans une bijouterie des scarabées. Les scarabées, c'est vraiment l'emblème de la synchronicité pour Jung.
Et là, je me dis, OK, hein, ça a été ma validation. Je ne pouvais pas avoir meilleur signe. Je suis très plume, mais là, le scarabée venait vraiment me confirmer en me disant, OK, tu es sur la bonne voie et c'est OK, hein, tu envies tellement des synchronicités que tu es légitime d'en parler. Hein. Et quand j'ai écrit le livre, j'ai contacté pas mal de proches en leur disant, OK, quelles sont vos plus grandes expériences synchronistiques auxquelles voilà, que je pourrais témoigner. Il y en a une, celle de ma tante, Pierrette, qui un soir est en train de dormir et qui se réveille en pleine nuit, il était 3 heures du matin, avec le sentiment qu'il est en train d'arriver quelque chose à ses garçons. Et là, les garçons l'appellent, mais vraiment 5 minutes après en disant « Maman, on est dans Saint-Gilles, on est agressé par un groupe voilà, d'autres garçons, on a peur, etc. » Et donc, voilà, donc elle a eu en fait ce message-là, cette intuition-là, en se disant, il arrive quelque chose de difficile, de dangereux peut-être à mes garçons. Les synchronicités, vraiment, ça peut être, je parle de synchronicité heureuse, malheureuse et énigmatique, ça peut être vraiment… en parler justement. Est-ce que tu peux nous en parler? Oui, les synchronicités heureuses, ça peut être par exemple, vous êtes en train de penser à une personne, d'accord? Et puis cette personne-là, par exemple, elle est, vous la rencontrez. Hein. Ça peut être, il y en a tellement. Hein. Ça peut être le message de soutien que vous recevez à un moment vraiment où vous en avez le plus besoin. Ça peut être un événement qui a du sens pour vous. Hein. Ça peut être un enchaînement de situations vraiment positives. Hein. C'est-à-dire que c'est un timing parfait. Vous rencontrez l'homme de votre vie. Moi, par exemple, il y a 15 ans de ça, j'ai tout quitté. J'ai quitté en même temps le travail, le conjoint, l'appartement. J'étais dans une phase… La totale en même temps. Les 27 ans, hein, quand on demande aux gens qu'est-ce qui s'est passé à vos 27 ans, 27 ans, c'est quand même un âge assez clé pour 99%, où on s'est marié, où on a divorcé, où on a déménagé, enfin bref, et c'est vrai, où on a eu un enfant. Mais 27 ans, c'est un âge assez clé. Moi, 27, si tu poses la question autour de toi, tu verras. Hein, 27 ans, c'est vraiment une phase importante. Et là, synchronicité heureuse, j'ai construit mon bungalow dans lequel je travaille aujourd'hui. Le bungalow, quand j'ai trouvé le dessinateur pour dessiner ce bungalow-là, c'est l'homme de ma vie avec qui je suis depuis 15 ans. J'ai eu plein de synchronicités heureuses, plein d'événements comme ça qui m'ont marqué, qui avaient du sens. Donc, c'est vraiment un enchaînement d'événements positifs qui se déroulent dans un parfait timing. Oui. Mais ça peut être aussi voilà, une information qu'on reçoit qui vient solutionner un problème, qui vient répondre à un besoin, qui vient confirmer ou valider un choix, une décision, une direction. Ça, ce sont les synchronicités heureuses. Vous posez une question et vous avez la réponse au bout d'un certain temps et ça vient voilà, vous donner cette direction-là. Les synchronicités difficiles ou malheureuses, c'est tout l'inverse. C'est vraiment… par exemple, un seul événement difficile, mais qui arrive vraiment au pire moment. Ça peut être un enchaînement d'événements, comme une série de malchances ou d'échecs qui s'enchaînent les uns à la suite des autres. Ce qu'on appelle aussi la loi des séries. Moi, ma mère, la loi des séries, c'est sans mentir, ça fait 10 ans que tous les mois de janvier, il se passe quelque chose. Elle casse sa voiture, elle va avoir une panne de piscine. Enfin, il y a toujours un truc au mois de janvier. Et alors, quel est le message derrière ça, justement? Le fait d'avoir ces synchronicités malheureuses? Alors là, c'est ce que ma mère me demande ou d'autres personnes peuvent me demander. Hein. Le sens, il n'y a que nous qui pouvons donner. On peut faire des suppositions, on peut interpréter. Hein. Il faudrait aller regarder, OK, au mois de janvier, qu'est-ce qui s'est passé au mois de janvier il y a 10 ans de ça, par exemple, que ce soit dans sa vie à elle ou peut-être c'est transgénérationnel, peut-être qu'il s'est passé quelque chose dans la vie d'un de ses ancêtres qui s'est cristallisé et elle porte de la mémoire de ça. Et tant qu'elle n'aura pas nettoyé
nettoyer, débloquer, libérer en fait cette mémoire, il va toujours se passer quelque chose au mois de janvier. Donc ça aussi c'est important et je parle de ça dans le livre, de comment les synchronicités se présentent, les effets miroirs, etc. Parce que, ou les faits généalogiques aussi, parce qu'on porte tous la mémoire de nos ancêtres qui, à un moment donné, peut nous bloquer sur notre chemin d'évolution. Donc, quand il y a des choses répétitives comme ça, il faut regarder d'abord sa propre vie. Qu'est-ce que nous, on a mis en place, qu'est-ce qu'on a cristallisé, mais il faut aussi aller voir au niveau transgé et peut-être ensuite karmique, qu'est-ce qui s'est passé parce que il y a des choses voilà, qui sont cristallisées qu'on doit libérer pour que ça s'arrête. Donc vraisemblablement, ma mère n'a toujours pas fait ce travail-là parce qu'au mois de janvier, elle a encore eu un mauvais événement chez elle. Donc voilà, donc voilà, ça peut être des événements comme ça peut être des situations difficiles, douloureuses, aussi répétitives, la mort de plusieurs personnes d'affilée, un licenciement, s'enchaîne la séparation avec le conjoint. Ça peut être plusieurs accidents aussi qui se répètent les uns derrière les autres. Voilà, ça ce sont les synchronicités malheureuses. Et ensuite, les synchronicités que je dirais énigmatiques, elles vont se présenter sous plusieurs formes aussi. Ça peut être sous la forme d'une pensée, d'une préoccupation qui va se matérialiser dans le monde extérieur. Ça peut être aussi sous la forme d'un rêve qui répond à une question qui nous préoccupe. Alors moi, je ne suis pas une rêveuse, mais autour de moi, mon conjoint, lui, il a souvent ses réponses dans ses rêves. Donc, il faut vraiment prêter attention aussi à ça. Bien sûr que Jung, c'est aussi le père de la psychanalyse par rapport aux rêves. Ça peut être une rencontre avec des personnes que l'on croise, que l'on recroise aussi, où on va se dire, tiens, le monde est petit. C'est difficile des fois de donner du sens, mais on sait que c'est une synchronicité parce que ça vient nous toucher émotionnellement. Et c'est ce qui fait aussi la différence avec une simple coïncidence ou un pur hasard. C'est que la synchronicité, elle est atemporelle, elle est acausale, elle a du sens pour nous et elle vient vraiment nous toucher émotionnellement, vraiment. Oui, mais tu parlais aussi d'ailleurs des heures miroirs, ce qui aussi m'arrive énormément et je trouve ça intéressant parce que, en tout cas, c'est comme ça que je l'ai compris, mais dans ton ouvrage, justement, en parlant de ces heures miroirs, tu expliques aussi que ça peut être une invitation, justement, à cette prise de conscience, tu vois? Maintenant, je le vois comme ça, en tout cas, mais cette prise de conscience du moment présent et justement de peut-être tu sais, comment dire? Le fait que le monde invisible et le monde visible, en tout cas ce monde unifié dont tu parles aussi dans ton livre, vraiment se reconnectent entre eux et c'est là où le champ des possibles est infini et en fait, je trouve que c'est rien que ça, ça laisse aussi, une certaine magie dans notre vie au quotidien et c'est à ce moment-là, tu vois, que j'ai tendance à poser des intentions claires sur ce que je veux. Alors c'est vrai qu'il faut avoir conscience que le monde invisible est là autour de nous en permanence, qu'il y a des êtres de lumière qui sont à nos côtés en permanence et qui ne demandent qu'à nous aider, qu'à nous guider, mais faut-il encore demander. Mais en tout cas, ils sont là et on peut co-créer à tout moment avec eux, vraiment à tout moment. Maintenant, pour revenir sur les heures miroirs, j'ai de la difficulté avec les heures miroirs. Pour moi, ça a du sens, mais aujourd'hui, peut-être que demain, je donnerai un autre sens, mais dans mon expérience, à chaque fois que j'ai eu des heures miroirs et que je suis allée regarder la signification, moi, ça ne me parlait pas. Et ça me parle encore moins parce qu'un site va dire une chose, l'autre site va dire le contraire. Ça peut être assez alarmiste aussi. En tout cas, voilà, moi, ça n'a pas de sens pour moi quand je lis les significations. Parce que ça part un peu dans tous les sens, c'est vrai. Ça part dans tous les sens. Et ça nous perd beaucoup de choses, je trouve. Exactement. Chacun va y donner sa symbolique. Peut-être que c'est inventé toute pièce et que ça ne vient pas d'une expérience personnelle. Enfin bon, moi, ça me pose problème. Donc, je me dis juste qu'aujourd'hui, une heure miroir, quand j'en vois une, ça me permet d'amener ma conscience au moment présent. C'est juste me dire, OK,
Là, j'ai 1 minute, quelques secondes pour poser une intention claire ou pour observer tout simplement là où j'en suis, ce que je suis en train de vivre, comment je me sens. Voilà, c'est juste une fenêtre parce qu'on est peu conscient, hein, on est conditionné, on est manipulé par notre inconscient, Mmh. par nos blessures, nos schémas et blablabla. Donc, c'est vraiment une fenêtre qui nous amène à un niveau de conscience en se disant, OK, là où j'en suis, comment je me sens, qu'est-ce que je dois éventuellement changer ou demander, tu vois. Mmh. Mais voilà, c'est une fenêtre sur un niveau de conscience pour moi, mais j'y mets pas voilà, toutes ces représentations qu'on y trouve Oui. sur Internet, ça ne me Mmh. parle pas. Bah, en tout cas, Corinne, est-ce que tu voudrais dire, un dernier mot de la fin? En conscience qui s'éveille, l'interview arrive à sa fin, alors je te laisse libre à ta créativité de partager ce que tu souhaites. Alors, une des choses que je dirais, c'est attention, vraiment attention à vos pensées, attention à vos croyances, attention à vos sentiments, parce qu'ils sont le reflet exact des actions, des comportements qui s'en suivent. Euh, c'est vos pensées, vos croyances, vos sentiments vont attirer à vous les situations que vous allez vivre. Mmh. Donc vraiment, soyez nettoyez au maximum, libérez-vous, retrouvez cet alignement, reconnectez-vous à votre essence, les, pour attirer tout simplement de belles synchronicités, hein, parce que les synchronicités, on l'a Mmh. vu, peuvent être heureuses ou malheureuses, mais Mmh. plus vous allez être aligné, plus vous allez attirer de belles synchronicités. Mmh. Et c'est elles qui vont vous guider, vous orienter, vous libérer même. Elle va vous amener à la connaissance de vous-même. Donc, amusez-vous, amusez-vous tout simplement à co-créer avec le monde invisible. Voilà, Mmh. amusez-vous, hein. Super, bah, en tout cas, merci infiniment Corinne, c'était vraiment un plaisir de te recevoir, sur la chaîne et puis bien sûr, j'invite, bah, tous les auditeurs, les auditrices qui souhaitent en savoir plus, qui souhaitent manifester aussi ces synchronicités, puis en savoir plus aussi sur leur origine, à commander ton ouvrage. Bien sûr, il est disponible un peu partout, hein, dans toutes les Oui, librairies, même en ligne, voilà. C'est la maison d'édition, je sais plus si je l'avais cité, mais c'est Le Lotus et l'éléphant. Donc il est c'est ça. disponible partout et n'hésitez pas aussi si vous souhaitez en savoir plus sur, le travail de Corinne, je mettrai en lien, ton site internet et puis, tous tes réseaux et au plaisir de te revoir sur la chaîne. C'est une invitation en direct. C'est très gentil. Eh bien, écoute, merci à toi, Evelyne. J'ai passé un très, très bon moment. Merci pour ta douceur. Merci pour ton professionnalisme et ton sérieux, hein. C'est pas tout le monde, Merci. voilà, qui lit les ouvrages. Et Ouais, voilà, tes questions étaient vraiment très bonnes. Donc, j'ai passé un très bon moment. Mille merci à toi et eh merci bien, à tes auditeurs. c'est partagé. Je vous souhaite à tous de passer une très, très bonne journée. À bientôt. Au revoir.